Merci beaucoup d'être venus. Je vais faire une présentation rapidement parce que les invités attendent sous la pluie et au froid. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Foulk Omaoni, journaliste et directeur des programmes chez RCF, et monsieur Hervé Leroc, directeur de TV Vendée. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Alors une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous interviewer et vous qui allez répondre. Vous allez pouvoir évaluer ma capacité de journaliste. Alors on va commencer par une question très simple avec vous, Foulk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail et comment vous êtes arrivé à exercer ce métier, qui plus est chez RCF Vendée à La Roche-sur-Yon, ce qui n'est pas toujours arrivé au premier abord. Déjà bonsoir à tous. Moi j'ai deux casquettes, responsable des programmes et rédacteur en chef. Rédacteur en chef, en gros, je gère les journalistes et l'actualité qui est traitée à l'antenne. On décide ensemble de ce qui va être traité dans les journaux, dans les flashs et dans les invités également, liés vraiment purement à l'actualité. Voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Et l'aspect responsable des programmes est un peu plus large comme casquette. C'est la conception de la grille des programmes. Alors dit comme ça, c'est très vague. Il y a en fait dedans le choix des émissions, de la manière dont elles sont traitées, avec la formation des bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles, on y reviendra je pense un peu plus en détail après. À quel moment on va la placer, combien de temps elle va durer, vérifier que ça passe à l'antenne de manière correcte, qu'il y ait gérer les bons génériques, les bons jingles au bon moment, qu'il n'y ait pas des sujets aussi qui peuvent porter à polémique ou qui aillent à l'encontre de la ligne éditoriale de la radio. Voilà, en gros le boulot du responsable des programmes dans l'ensemble. Et après, donc, comment est-ce que je suis arrivé là-dedans ? Passionné par la radio depuis que je suis tout petit, plus généralement même par les médias et la communication. J'ai un bagage d'années de communication à l'EFAP à Paris, et puis après une formation de journaliste. Et je suis arrivé ici donc en décembre 2013, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Vous êtes passé par d'autres radios Voilà, ouais, je suis passé en stage chez France Bleu 107.1, donc France Bleu Île-de-France, pendant quasiment 1 an de stage en fait, en cumulé, et puis quelques mois sur AGFM, une petite radio en Normandie, une radio musicale associative, et où j'étais d'abord journaliste et en stage, et puis ensuite en service civique en tant qu'animateur, et puis ensuite ici en tant qu'animateur, et 2 ans plus tard responsable de programme, rédacteur en chef. Voilà. C'est une belle promotion. Merci. Vous passez le micro et Goulven a préparé une petite vidéo pour illustrer tout ça. Le monde est grand, tout le monde est chanté. Bonjour, Sylvestre Ringard au micro qui vous présente une nouvelle émission, Aimons-nous les uns les autres. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus, nouvelle formule, journal de la vérité. Ouais, j'ai testé la presse. Oui. Elle est pourrie. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps. C'est une bêtise. Qu'est-ce que vous avez testé, vous? Alors j'ai testé le shampoing Chauvonnette. Mais c'est pas dans vos attributions, vous êtes consacré aux produits alimentaires. Oui, non, mais je peux tout faire, je peux faire les deux. La balance commerciale allemande n'est pas fameuse, et pour tous, une seule question se pose, où passe le pognon? Qui c'est, là, papa? Bah, ils ont commandé pour 300 briques de messages cette année. Bah, tu les envoies se faire foutre. Ça va coûter cher à la station. Je sais, mais si on avait arrêté la voisin plus tôt, il y aurait eu moins de victimes. Alors. 42 secondes, je vous ai encore battu, président. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante. Pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Alors, je suis viré. Alors, est-ce que RCF Radio marque comme Radio Plus? On est peut-être pas aussi caricatural quand même. C'est ça. C'est un excellent film, ceux qui n'ont pas vu, tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil.
faut le voir. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement comment marche RCF Vendée, quels ont été les débuts, et puis actuellement, qu'est-ce qu'il en est? On va faire succinct quand même, je pense que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais rapidement, la radio a été créée en 1992, le 13 mai précisément. Elle s'appelle Parabole Vendée, et elle a été créée, et je le cite quand même, par Claude Arignon, et, le père Claude Arignon et le père Claude Morisset, tous les deux, notamment parce que le père Claude Arignon est toujours bénévole à la radio, il anime toujours des émissions. Voilà, ils ont créé ça donc en 92, en 96 c'est devenu RCF, ça a rejoint le réseau à ce moment-là qui se créait, et puis ça a perduré, 25 ans qu'on a fêté donc l'an dernier, avec rapidement, c'est parti forcément d'une petite équipe et d'une petite radio qui a démarré d'ailleurs, on a toujours les enregistrements. Ça a démarré de nuit, c'était assez à minuit le démarrage d'une émission, et puis ça a perduré non-stop et on diffuse sur la totalité de la Vendée aujourd'hui. On est aujourd'hui une radio qui a 8 salariés, 2 journalistes, 2 animateurs, techniciens, un directeur, 2 secrétaires, et puis on est sur la responsabilité des programmes et la rédaction en chef, et puis entre 60 et 70 bénévoles à peu près qui produisent une partie des émissions, puisqu'on est une radio associative au sein du réseau, où le programme national en fait est assuré 24 heures sur 24 par l'antenne nationale, donc, qui est basée à Lyon et pas à Paris, c'est une des particularités, et qui nous permet nous d'assurer dedans, on va dire qu'on a des créneaux de décrochage locaux où on assure en fait alors, minimum 4 heures par jour, c'est pour des règles avec le CSA, et puis on fait un petit peu plus, nous de notre côté on est un peu plus proche de 5h, 5h30 par jour aujourd'hui en programme. Voilà un petit peu pour la radio. Justement, en tant que directeur des programmes, est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement comment ça se passe la création d'une émission, sur quels critères vous dites tiens ça pourrait intéresser du monde, ou celle-là on va la supprimer pour la rentrée prochaine? La supprimer, c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire comprendre à la personne que son émission, on n'en veut plus. Mais il y a deux possibilités. Soit on a quelqu'un qui arrive avec un projet, j'ai des jeunes de l'ICES qui sont arrivés cette année avec un projet en disant on veut faire une émission, et la grille était déjà lancée, les programmes étaient déjà faits, mais c'était assez intéressant, voilà, c'était l'actualité revisitée par les étudiants, enfin, avec leur point de vue, et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, on va leur donner une chance. Donc là ils sont arrivés en fait avec un produit, je leur ai dit bah, très bien, mais vous me proposez tel format, telle manière de faire, ça va pas aller parce qu'on n'a pas la place. Vous voulez tel créneau, je ne l'ai pas aujourd'hui parce que le programme est fait. Donc là, voilà, on arrive après à s'adapter, on se dit bon, ça va être plus pertinent de le placer à tel endroit parce qu'on a des auditeurs qui correspondent à la tranche d'âge, ce genre de choses. Ou alors l'autre possibilité, c'est on a quelqu'un qui a arrêté une émission, ou justement on en supprime, ils font trouver une nouvelle. Et donc là, soit on se dit, bah, par exemple, c'est un créneau qui d'habitude, je sais pas, c'est des émissions musicales le soir, par exemple, on sait qu'entre 20h et 20h30, c'est ce qu'on a nous aujourd'hui. Il y en a une qui s'arrête parce que le bénévole décide d'arrêter, bah, on va essayer de trouver quelque chose, mais qui soit différent des autres émissions qui existent. Donc là, on s'appuie sur notre réseau de bénévoles qui existe, en disant, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui serait intéressé, qui voudrait se lancer, qui voudrait essayer de faire une émission, etc. Et puis après, bah, il y a la concevoir, ça va vraiment de zéro, le format de l'émission, les génériques, les thèmes qui vont être traités, la durée de l'émission, former le bénévole, parce que parfois il ne sait pas parler, c'est une des particularités. C'est embêtant la radio. Voilà, donc... Chez nous c'est quand il est moche. L'avantage de la radio en effet c'est qu'il n'y a pas encore d'image, mais il pourrait y en avoir. Voilà un petit peu comment on se conçoit une émission assez grossièrement. Maintenant que vous avez mis un petit peu l'eau à la bouche, dirons-nous, on va rentrer dans le vif du sujet avec des questions de fond, et on va vous laisser un petit peu plus de temps pour répondre. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la grille des programmes nous permet de voir est un reflet de la société? La question est un peu alambiquée. La question est alambiquée. Et comment, du coup, aussi, dans la même lignée, comment vous voyez et comment vous utilisez les chiffres d'audience pour justement peut-être créer ou supprimer des émissions ou décider de la grille des programmes? Pour concevoir la grille des programmes, la base, c'est de connaître son auditeur.
Pour connaître l'auditeur, il y a, je dirais, deux manières. Soit il y a l'auditeur qui nous appelle, qui nous dit « Ah, mais j'étais là, j'habite à tel endroit, je vous écoute toujours à tel moment, j'aime bien cette émission. » On dit « Bon, très bien. » Voilà. Mais ça, c'est assez rare. On reçoit des courriers, on reçoit des coups de fil, on reçoit des petits messages, des mails de temps en temps, voilà, mais ça, c'est vraiment très, très léger. L'autre solution pour connaître ses auditeurs, c'est les sondages médiamétrie. Médiamétrie qui, en gros, nous permet d'avoir des chiffres assez larges en pourcentage. On sait qu'on a à peu près tant d'hommes, tant de femmes, de tel âge qui nous écoutent à tel moment, etc. Donc là, après, on connaît à peu près la cible. On sait par exemple que le matin, à 8h, on a notre pic d'audience et qu'à ce moment-là, on nous écoute dans la voiture. Et donc les gens veulent quoi? Ils veulent de l'info. Le matin, ils veulent des choses courtes. Donc on sait qu'on va être sur des journaux, on va être sur des invités assez courts, on va être sur des chroniques, voilà, des choses qui sont assez rapides, assez vivantes, pour quelque chose d'assez vif et énergique, vraiment à l'antenne. On a des auditeurs, ceux qui nous écoutent le soir, on sait que c'est des personnes par exemple qui sont plus âgées, parce qu'ils sont moins dans leur télé, puisque c'est une génération qui a été aussi moins habituée à ça, même s'il y en a forcément, mais c'est ceux qui nous écoutent plus tard, la plupart même dans leur chambre, ils mettent la radio, ils lisent un livre, mais ils nous écoutent en même temps, ce genre de choses. Et donc les émissions qui passent à ce moment-là sont adaptées au public. On va pas mettre, je sais pas moi, j'anime par exemple une émission sur le rock, je vais pas mettre un truc ultra énergique qui va s'adresser à des personnes âgées qui sont pas forcément adaptées en termes de public. À ce moment-là, c'est pas la chose qui fonctionnera le plus. Donc voilà après comment on s'adapte en... Faut couper son portable. Voilà. Ça en radio ça passe pas. Ça c'est inscrit quand on rentre dans les studios et marque couper vos portables. C'est la même chose en télé. Et donc voilà, après, en fonction de nos auditeurs et de ce qu'on en sait grâce au sondage, on met nos émissions. Après, la particularité, c'est qu'on fait des tests. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, à ce moment-là, on va changer parce que on se dit que l'invité, par exemple, du matin, n'est pas placé au bon endroit, on n'arrive pas à voir les gens, nous, au bon moment, les bons intervenants, c'est trop tôt, on va le mettre plus tard. C'est ce qu'on a fait, par exemple, l'an dernier. Et la plupart du temps, il faut le savoir, on entend plus souvent les gens qui se plaignent que les gens qui disent que c'est bien. Les gens qui disent que les choses sont bien, c'est que ceux qu'on croise quand on fait des événements extérieurs. C'est ceux qui, au moment on a des appels aux dons, qui nous laissent des messages à ce moment-là. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est plus difficile. On a plus souvent des gens qui nous laissent des messages, qui nous appellent en disant « Ah, j'ai pas aimé tel truc, c'est pas bien, ça, enfin, voilà. » Et pour le coup, quand on a justement par exemple changé ça, là on a eu des auditeurs qui disent « Ah c'est super, maintenant je vous réécoute, j'aime bien, c'est ce que j'attendais, etc. » Donc on s'est dit « Bon bah, très bien, on a trouvé le bon créneau, ça fonctionne. » On a testé. Alors c'est pour ça que les grilles en fait de programme, il y en a normalement 2 dans l'année. La grille d'hiver qui va de septembre à juin, parce que même voilà, l'hiver ça va jusqu'en juin chez nous. Et après la grille d'été qui va de juillet à juillet et août en fait. Après, il arrive qu'il y ait des modifications qui se fassent en général plus légères au mois de janvier en fait. La bascule entre décembre et janvier, donc on dit plus souvent grille d'hiver, grille de printemps, grille d'été. Voilà. Ce qui fait que souvent, c'est le grand truc, fin août, début septembre, on a toutes les radios qui annoncent leurs nouveaux programmes, leurs nouveaux animateurs, leurs nouvelles émissions, changements à telle heure, etc. Quand il y a des changements, où maintenant ça fonctionne chez nous, on garde, ça fait 25 ans que ça tourne à tel endroit, on maintient cette émission, on est fidèle à nos éditeurs, il y a ce qu'ils veulent, enfin, voilà. Chacun communique évidemment en disant que c'est la meilleure. Ma radio est la meilleure, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, là je pense que vous pourrez sûrement répondre tous les deux à la question. Qui est-ce qui influence plus l'autre? Est-ce que vous pensez que c'est les médias qui vont influencer les personnes sur leur manière de penser, leur comportement, leur vision du monde? Ou est-ce que c'est du coup plutôt les éditeurs ou les téléspectateurs qui vont venir influencer le média et demander à ce que le média propose ce qu'ils veulent? Je propose qu'on parle télé. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, je pense que l'un nourrit l'autre. Vous étiez à la conférence sur les médias à l'ICES qui a eu lieu il y a quelques semaines, là? Non, personne? Bande de sauvages. Une main qui se lève. L'un des intervenants disait cette chose qui était assez intéressante, c'est que les médias se nourrissent de l'inculturation des journalistes. Voilà.
Alors c'est horrible parce que je suis en train de me taper dessus, puisque moi j'ai très longtemps été journaliste. Il faut savoir faire son autocritique. Il faut savoir faire son autocritique. Et je pense aujourd'hui que, alors malheureusement vous, alors pardonnez-moi vous m'invitez, puis je suis en train de me taper dessus, la plupart d'entre vous avaient un gros problème de culture générale. D'abord vous êtes hyper connectés, donc hyper zappeur, il faut que ce soit en 140 caractères, et pas plus. Et ensuite sur le fond, vous n'avez pas le recul, mais vous le savez en plus, la plupart d'entre vous le savez, parce que ça ne empêche pas d'être intelligent, on ne peut avoir de culture générale, vous le savez, et du coup, on se rabat sur la technique. Alors on a de très bons journalistes qui sur la forme sont absolument remarquables aujourd'hui, mais qui confondent, alors pour parler catho, l'Esprit Saint avec un plat en sauce, quoi. Ils n'y connaissent rien. J'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps sur l'Inde, qu'on m'a proposé à la diffusion, c'est une Vendéenne qui l'a fait, qui parlait d'un pasteur, d'un curé, c'était un pasteur, de la messe, c'était un office, qui faisait des raccourcis de tout, de partout, qui mélangeait sa vie privée avec le truc dans le documentaire. Enfin, bon. Parce qu'il y a un problème de culture de la part des journalistes, mais il y a un problème de culture aujourd'hui, et de réception de la culture par la jeunesse. Je parle vraiment en connaissance de cause, pour deux raisons. D'abord parce que je suis moi-même relativement inculturé, malgré que mon papa était conservateur de bibliothèque. Moi je lisais des BD, et je regardais beaucoup de films. Ce qui reste quand même une forme de culture. Oui, allez, on va s'en sortir. Ça vaut pas un bon bouquin. Hein. Et je n'ai aujourd'hui pas la patience, je suis pas un lecteur je lis beaucoup la presse, mais je suis pas un lecteur de bouquins. Alors je dis, quand je commence un bouquin, ça fait mourir de rire ma femme, elle me dit, tu vas pas le finir. Quoi. Et j'en parle, je disais, doublement en connaissance de cause, c'est que moi j'ai deux grands qui ont 17 et 16 ans, et je m'aperçois que malgré toute la bonne volonté qu'on a essayé de la bonne éducation qu'on essaie de leur inculquer, il y a le téléphone pour l'un et les jeux vidéo pour l'autre, et qui leur prennent toute la vie, mais vraiment intérieurement ça les possède. Donc voilà, la réponse à ta question, c'est l'un et l'autre sont nourris sur un fond d'inculturation. C'est le fait qu'aujourd'hui on ait un problème culturel, mais vous êtes des nantis à l'ICES parce que vous avez quand même des bons formateurs qui essayent de... vous n'êtes pas tous de l'ICES. Il y a pas que de... Super. Très bien. Tant mieux, c'est encore mieux si vous venez ici. Pardon, hein. Moi je ne suis pas passé dans l'ICES, j'ai fait un petit IUT, j'aimerais vous en parler après. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui les journalistes sont inculturés parce que même ma génération de quarantenaires est inculturée. Et est-ce que vous pensez que ça influence sur notre vision du monde ? Dans le sens où... Évidemment, Trump est obligatoirement un salopard, mais si vous faites pour vous faire une réponse un peu cash, Trump est un salopard, vous êtes tous d'accord ? Bon. C'est bien. Pour 90% de la population, Trump est un salopard. Pour tout. Si demain vous écoutez la radio, vous allez entendre Trump est un salopard. Moi je sais pas. Moi je sais pas, je m'occupe pas trop de la politique internationale, c'est pas mon créneau, je sais pas le temps. Sur TV Vendée, c'est... Sur TV Vendée, mais on peut trouver, hein, j'ai fait venir, j'ai même eu une journaliste américaine, donc voilà. Mais si on réfléchit un tout petit peu plus en amont, souvenez-vous, ben non, vous étiez très très jeune. Bush était un alcoolique. Et j'entendais à la radio il n'y a pas très longtemps un gars qui parce que ce discours-là je l'ai entendu à la radio, le gars qui disait ça disait, et souvenez-vous dans les années 80, alors là vous étiez même pas une lueur de désir et vos parents étaient pas mariés, mais Reagan était un taré congénital. Donc voilà, c'est le tropisme français qui consiste à dire voilà, on a des idées reçues sur tout, on sait tout, on est cohérent, on ne se remet absolument pas en cause. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je me souviens plus. Et sur RCF, est-ce que vous faites attention dans votre ligne éditoriale à justement avoir une certaine vision du monde et inculquer une certaine vision du monde à vos auditeurs ? Alors, on a une chance, il faut le reconnaître, sur la radio RCF et sur le réseau RCF, ce qui n'est pas le cas partout, c'est que justement on parle de la génération Zapper, on a une particularité, c'est qu'on a des auditeurs qui nous écoutent plus longtemps que la moyenne, donc ils prennent le temps d'écouter. Et une des politiques, je dirais, de la radio, c'est de laisser le temps aux invités de parler et de prendre plus le temps sur l'info, etc., mais aussi sur des sujets de fond. Ce qui fait que je cherche mes mots.
Aide-moi. Je sais pas, avec l'inculturation, c'est rare. Tu disais quoi? Qu'il fallait laisser le temps aux personnes interviewées de parler et que je sais plus où je voulais en venir. De toute façon, parce que ils sont très vieux, ces auditeurs, donc il faut que ça monte aussi. Je rappelle qu'il a été directeur des RCF. Ça, tu l'as pas dit. J'ai dirigé 10 ans la radio. Voilà. À mon âge. Ouais. Non, est-ce qu'on peut reposer la question? Est-ce que vous essayez d'inculquer à vos auditeurs une certaine vision du monde? Oui, voilà, très bien. Moi, c'est ça rien. Donc, en laissant plus de temps, justement, aux gens de parler, c'est que ça permet d'avoir plus de fond. Vous prenez l'exemple même, c'est le débat. Vous prenez un débat, on va prendre un débat politique. Voilà, ça, c'est l'exemple type. Vous allez sur des chaînes dites des grands médias, etc. La plupart du temps, on vous dit en 10 minutes, vous avez les deux candidats qui sont face à face. 10 minutes avec la voix de l'animateur, une journaliste qui va poser des questions à l'un, à l'autre pour rebondir. Fait maximum 3 minutes 30 par personne. En 3 minutes 30, il est censé défendre 10 sujets différents. C'est pas possible. Aujourd'hui, justement, on essaye, nous, sur notre antenne, d'avoir cet aspect où on laisse le temps vraiment à nos invités. L'exemple, justement, en reprenant l'histoire du débat politique, au lieu d'avoir un débat de 10 minutes, déjà, il sera peut-être de 20 minutes, ou de 25 minutes, ou même de 40 minutes. Alors on va dire, ouais, c'est long pour l'auditeur, il faut rester concentré, c'est pas... Oui, mais après, c'est une question d'habitude. Si le débat, ou le sujet qui va être traité est intéressant, parce que le journaliste l'a travaillé avant, et on revient sur la question de l'inculturation, et donc du journaliste, c'est dans l'autre sens, dans ces cas-là, celui qui va travailler son sujet avant, il va être capable de maintenir l'auditeur et d'avoir des bonnes questions qui vont permettre d'enrichir le débat, d'enrichir la discussion, d'enrichir le sujet. Et donc, dans ces cas-là, oui, on essaye de cette manière-là. Alors, je ne dis pas qu'on réussit forcément à apporter ce que les gens attendent de ce côté-là. Pour l'instant, on essaye de faire ce qu'on peut. Je crois que ça fonctionne plutôt bien. Si la radio a 25 ans, c'est qu'il y a des auditeurs qui sont derrière. Et si ça continue de grandir en nombre d'auditeurs, tant mieux. Mais voilà. Je sais pas, j'ai répondu à la question. Oui, ça me semble assez clair. Et est-ce que vous connaissez des anecdotes intéressantes sur des groupes ou des médias nationaux qui ont une plus grande écoute que RCF Vendée ou TV Vendée? Non. Présenté comme ça, on n'a pas envie de répondre. Hein. Qui reste local. Ouais, si c'est une anecdote sur TV Vendée, je pourrais t'en trouver, mais tu me dis sur les autres, on s'en fout. Ouais, une anecdote sur TV Vendée et une anecdote sur un grand média national. Ah, moi je peux donner moi une anecdote sur un grand média national avec TV Vendée. Je sais pas si c'est très drôle, mais je crois savoir. Je me suis retrouvé 2 fois chez Hanouna dans leur fameux zapping. Une fois avec un gars qui picolait, et donc ils étaient morts de rire et ils se foutaient de ma gueule. Et une fois avec une journaliste, et ils avaient fait un habile montage, et ils avaient monté le lancement d'une émission que je co-présentais, une émission d'été, et ils ont présenté la petite journaliste qui travaillait avec moi comme la journaliste la plus con de tout le paysage audiovisuel français, c'est toujours plaisir. Et parce que je commençais l'émission, elle disait bonjour à toutes et à tous, etc. Et puis elle me disait, mais Hervé, où sommes-nous? Et on était dans un champ. Et donc je lui ai dit, bah, dans un champ. Et il a coupé là, alors qu'après, bon, il y avait un petit trait d'humour, une petite légèreté, elle repartait, etc., etc. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. Après, des anecdotes, franchement, on pourrait tous en trouver, enfin je pense que Foulk pourrait en trouver, on en a plein de partout, etc. Mais on est quand même dans des métiers où là aussi l'immédiateté, le rythme, la frénésie fait que on passe rapidement à autre chose. Donc moi j'ai tendance à les oublier. Oui, c'est ça en fait. Les anecdotes, soit on les retrouve quand on a gardé des bêtisiers, ce genre de choses. Parfois, tu peux m'en retrouver si tu veux. Oui, on a quelques perles. On s'est amusé nous pour les 25 ans justement à aller rechercher des erreurs, des cafouillages, des trucs à l'antenne ou des choses hors antenne. Donc il y a des anecdotes, il y a des choses à raconter, mais c'est vrai que là, comme ça, de prime abord, on les a pas forcément telles quelles en tête. Et alors, du coup, pour je pense que vous avez une certaine liberté de parole sur RCF, peut-être sur TV Vendée aussi, mais justement dans les grands... Non, la question c'est est-ce que vous avez une liberté de parole sur RCF ou sur TV Vendée? Et je pense que, compte tenu de la proximité qu'on a avec notre territoire, où on a le droit de se fâcher avec personne, parce que moi, si je me fâche avec le club de foot des Herbiers qui a gagné en 16e de finale à Saint-Lô, je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous suivez le foot en Vendée, mais ce soir. Ils ont gagné ce soir à Saint-Lô, et on les félicite. Moi, si je me fâche avec le club de foot des Herbiers, eh ben, ils feront plus appel à moi. Mais moi, j'ai besoin de donner l'info régulièrement de ce qui se passe aux Herbiers, donc j'ai pas le droit de me fâcher. Foulk, s'il se fâche avec son évêque, ou s'il se fâche quand il y en a un,
aussi se fâche avec le curé du coin, ça va devenir assez compliqué pour lui aussi. Alors c'est plus diffus chez eux que chez nous, mais voilà. C'est la notion d'objectivité, de subjectivité aussi dans ce qu'on traite, la fameuse grande question à chaque fois, est-ce que les journalistes ou est-ce que les médias sont objectifs? De prime abord, on dit oui, on voudrait tous être objectifs, on voudrait tous pouvoir justement, voilà, pour éviter de me fâcher avec quelqu'un, je vais montrer l'aspect A et puis l'aspect B du sujet, le pour, le contre, hein, voilà. Mais on ne peut pas toujours, parce que techniquement parfois il n'y a pas la possibilité, et ça il y a des gens comme ça qui ne se rendent pas compte. L'exemple même, je ne sais pas si vous avez suivi là dernièrement, il y a eu une histoire de sauvetage de chevaux du côté de Chaland qui étaient maltraités, etc. Enfin voilà, une centaine de chevaux qui ont été sauvés. Mon journaliste n'est pas dispo à ce moment-là, il a traité d'autres sujets, et puis il dit bon, moi, ce soir je vais quand même traiter l'info quand même dans le journal. Il a appelé le maire d'une des communes qui a été concernée, qui a donné un ton totalement différent, en disant mais attendez, moi j'ai vu les chevaux, ça me paraît, c'était pas du tout pour moi maltraité, je connais un peu le truc, voilà, il disait je prends quand même du recul, peut-être que je me trompe, voilà. On a donné cet aspect. On a essayé de contacter dans la foulée la fondation 30 millions d'amis qui était là, et on n'a pas réussi à les joindre à ce moment-là. Et nous, le problème, c'est qu'à 18h30, il fallait que notre journal soit fait. Donc il était jusqu'à 18h15, on a essayé, on les a pas eu, on a dit bah tant pis, il faut que le sujet soit écrit, il faut que ça soit prêt, il faut que ça parte. Ils nous ont rappelé après, vers 19h. Ils nous ont dit ouais, on va en écouter ce que vous avez fait, etc. Et mon journaliste qui a passé une demi-heure au téléphone avec une responsable là-bas qui est en train de l'engueuler. Et il dit bah oui, mais techniquement, j'ai pas pu faire autre. Voilà, lui il a donné les infos telles quelles, et je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas donner les deux aspects parce qu'on n'a pas réussi à nous joindre. Voilà, ça c'est une des possibilités aussi qui peut se trouver. Oui. De l'objectivité est un faux problème, on parle souvent d'honnêteté, ça c'est des lieux communs qu'on dit entre nous, entre journalistes, c'est-à-dire que l'honnêteté c'est essayer de faire, de relater un fait le plus objectivement possible avec la personnalité que l'on est. C'est-à-dire qu'avec les convictions, avec nos tripes, avec nos réactions, avec notre background, donc on ne peut pas être objectif. Donc voilà, un journaliste s'efforce d'être le plus neutre possible. Alors après, c'est extrêmement compliqué comment ça se traduit. Chacun voit comme il peut le faire. Moi, j'ai donné comme objectif à nos équipes à TV Vendée, quand j'ai pris la direction générale, je leur ai pas dit, mais c'est du Jean-Paul II, je leur ai dit, moi je veux donner le goût du beau et du positif. Donc quoi que vous fassiez, si vous faites un fait divers, comme si vous allez parler des herbiers qui ont gagné à Saint-Lô, en 16e de finale, on l'aura compris. Donner le goût du beau et du positif. Il faut sortir par le haut des choses et non pas rester à l'interne. Alors c'est parfois compliqué, ils ne comprennent pas tout le temps, les journalistes, mais pour moi c'est vraiment un essentiel. Et alors justement, on vous entend beaucoup parler, Monsieur Leroy. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots d'où est-ce que vous venez, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Très bien. Et comment vous en êtes arrivé là aussi? Vous avez du temps. Donc j'ai 43 ans moi, et je suis un bébé des radios chrétiennes, et puis de la télévision aussi. Donc j'ai commencé, en commençant par la fin, j'ai commencé à TV Vendée en 2008, j'étais directeur donc d'RCF Vendée. Et je suis arrivé quasi à la naissance de la chaîne, qui pour la petite anecdote fête ses 10 ans dimanche qui vient. Vous avez eu la primeur sur RCF d'ailleurs. J'ai fait une petite interview il y a quelques temps. Et donc petit à petit, de 2008 à fin 2010, j'ai été chroniqueur cinéma régulièrement à TV Vendée. Et en janvier 2011, j'ai fait la bascule, je suis devenu directeur des programmes, donc le métier de Foulk, sur TV Vendée, sur une création de poste. Et je suis devenu chroniqueur cinéma sur RCF. Voilà. Et puis j'ai pris la direction générale au 1er juin dernier, puisque le directeur a souhaité me passer sa suite. Voilà. Mon parcours est pas très simple en fait. Je suis sorti de mon bac, je voulais faire une prépa, donc je suis parti au Prytanée à la Flèche, je sais pas si vous savez parce que c'est en Hippocagne pour faire militaire. Si je vous parle vraiment, mais ça reste entre nous, j'étais très intéressé par les jeunes filles, et ça se fait pas du tout au Prytanée à la Flèche. Donc je suis resté 1 mois au Prytanée à la Flèche, que j'ai compris qu'il fallait peut-être que je retourne dans le système normal. Alors j'ai fait une fac de sciences éco, j'avais une petite correspondance, et en fait en sciences éco j'étais nul, parce que j'avais fait un bac ES, un B à l'époque.
Et puis voilà, et donc j'ai fini par faire dans l'ordre un IUT de gestion à Saint-Malo, et puis dans la foulée une école de communication à Nantes qui s'appelle Sciences Com, parce que pendant l'IUT, j'ai un journaliste qui est venu nous voir et qui nous a dit est-ce que vous voulez faire une émission de radio sur une radio qui n'existe plus bien sûr, en 94, qui s'appelait Radio Force 7, Force 7, avec vous 7 jours sur 7. Super, ça marche. Voilà, et puis donc j'ai fait cette école-là, j'ai tendance à témoigner, parce que tout ça est mélangé à ma foi. Avant j'étais croyant et après j'ai cru, c'est-à-dire qu'en même temps, pendant Sciences Com, j'ai fait des stages dans les radios catho, machin, j'ai vu le pape en 96 à Sainte-Anne-d'Auray, et c'était Jean-Paul II à l'époque, je faisais du montage pour une radio qui s'appelait Radio Sainte-Anne, qui est devenue RCF Sainte-Anne, et RCF Sud-Bretagne maintenant d'ailleurs, je crois bien. C'est ça. Et pour la petite anecdote catho, puis après on parlera d'autre chose, il y avait un gars qui était veuf, qui est devenu prêtre aujourd'hui, qui était un monsieur qui avait déjà 65 ans. Quand il a vu le pape arriver, il est monté sur un mur, il a tendu le bras et il s'est mis à pleurer. Et comme un con, je suis monté sur le mur, j'ai tendu le bras et je me suis mis à pleurer. C'est pour ça que je vous dis, j'étais croyant, maintenant je crois. C'est que là, je me suis dit, merde, avant j'allais à la messe tout le dimanche comme ça, pour suivre, et puis parce que ça me donnait un petit temps d'intériorité, de silence, etc. Et là, vraiment, boum, je suis rentré dans la machine. Voilà, donc j'ai aussi entre les radios chrétiennes et la production audiovisuelle, j'ai travaillé pour Mac Lesguy et Galaxis dans sa société de production pendant quelques temps. J'ai travaillé à Radio Notre-Dame comme animateur d'émission qui s'appelait Le Bistrot de la Vie, c'était 9h-10h sur toutes les radios chrétiennes, RCF et les autres réseaux. Et puis j'ai atterri en Vendée avec la petite notoriété que j'avais grâce au Bistrot de la Vie, puisque tout le monde connaissait le nom d'Hervé Leroc. Je suis arrivé comme directeur et rédacteur en chef, j'avais donc l'âge de foule. Et ça m'a tenu 10 ans. Voilà pour le parcours. C'est un beau parcours. Et vous êtes arrivé. Oui, je suis pas content. J'ai 4 enfants, c'est super important. Hein. En plus, je vais m'en vouloir d'avoir dit qu'il y en a un qui était geek et l'autre qui était sur son portable. Je vais m'en vouloir à fond, parce que je les adore. Hein. Et les deux autres, ils sont bien et ils se livrent ou les deux autres, ils sont plus petits, c'est 13 ans et 7 ans, mais c'est des terreurs. Et d'ailleurs, j'en profite. Puisque vous me parlez d'enfants et que j'y viens tout seul, je cherche 2 babysitters pour samedi après-midi. Alors vous viendrez me voir, 2 jeunes filles garçons, on s'en fiche, parce qu'ici, à la préparation au mariage de la paroisse, on est couple référent et il y a des enfants à garder. Donc j'ai bien joué, je l'ai arrivé comme ça, c'est vachement bien. C'est enregistré. Ça sera coupé au montage. Et pour TV Vendée, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement Alors TV Vendée, c'est drôle ce que je répète, j'étais sur France Bleu ce midi pour expliquer tout ça, à Nantes. TV Vendée né en 2004-5, pendant le Vendée Globe sur une télé éphémère pour parler du Vendée Globe. À l'issue de la course, le conseil départemental, à l'époque présidé par Villiers, a dit ce serait bien qu'on fasse une vraie télé locale. Et donc le temps qu'on montait dossier, CSA, etc., la télé est née en 2008. C'est une SEM, Société d'économie mixte, donc elle a un actionnariat public et privé, les grosses boîtes vendéennes qui sont actionnaires. Et sa subvention, et son budget, pardon, est à la fois fait d'une subvention du département, qui baissera un jour, et de publicité. Donc je joue moi le rôle ici aujourd'hui à TV Vendée de directeur général, mais je suis aussi directeur donc administratif, financier, commercial aussi. C'est des métiers que j'apprends parce que il y a 6 mois j'étais un peu comme il troupier, et là j'apprends tout à la vitesse de l'éclair. Voilà, et aujourd'hui TV Vendée c'est 2h30 de programme frais par jour. Pas toujours très identifiable parce que c'est sur une rotation de 24 heures, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai un gros travail à faire, mais je suis dessus. Et 26 salariés, dont 10 journalistes et une petite trentaine d'intervenants extérieurs dans divers dossiers. Voilà. Et j'ai tout tu m'as dit, parce qu'aujourd'hui on est diffusé sur la TNT, etc., que de plus en plus, ça c'est une question de forme, mais c'est très important pour moi de le préciser, je suis une télévision locale, mais je suis en train de devenir une entreprise multimédia. Je suis pas très bon encore là-dessus, mais sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, sur la viralité des vidéos, etc., voilà, de plus en plus, on est en train de devenir une entreprise multimédia. On approfondira le sujet tout à l'heure à la fin. Ah merde. Non mais vous ça, je ne vois pas de cette impression pour après les questions, c'est le bazar, il y a commencé par la fin, tout ça. C'est l'heure du teasing. Et on va passer à la vidéo de Goulven, qui nous a préparé. La vidéo que Goulven a préparée. Franck, tu pars en direct. Un poussin, appelle-moi le studio, là, il y a du lourd.
20 000 €. Orly Sud, 22h25, et c'est le dernier. Tiens, file-moi l'argent. Attends, me dis pas que t'as acheté 20 000 €, me dis pas ça. Hein. On rentre à la station, on leur explique tout. Tu vas leur dire, la rédac, que t'as acheté 20 000 € dans une poubelle. Et comment je fais pour mon papier de 19h, moi? Bah, tu fais comme si on était là-bas. Tourne un peu. Oui, non, voilà, bouge plus. Et voilà le travail. De Bagdad, Franck Bonneville, pour R2I. Albert, c'était parfait. Impeccable. En tout cas, moi, je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. C'est bon, ça tourne. Bonjour. Non, coupe. T'es pas en famille, là. T'es avec des mecs qui veulent te couper la tête. Ce sont des gens déterminés qui déjà nous ont frappés. Coupe. Hurle à ta femme que tu l'as pas assez aimé, que tu regrettes. Demande pardon à tes parents. Pardon à mes parents, mais je leur ai rien fait à mes parents. Eh ben, parle pas de tes parents, alors. Monsieur le Président, faites quelque chose, sinon ils vont me saigner comme un cochon. Lève-toi. La douleur, on en parle mieux quand on la connaît. Allez, on recommence. J'ai un copain, juste pour la petite anecdote, j'ai un très beau copain qui est figurant dans ce film-là, qui bossait à Radio Notre-Dame avec moi. Les anecdotes, ça arrive comme ça. Et justement, juste pour réagir un petit peu à ce genre d'envoyés très spéciaux pour le coup, comment vous gérez des gros événements comme ça, comme le Vendée Globe, le Tour de France, ou vraiment des événements nationaux pas toujours très joyeux comme les attentats ou des grosses news comme ça? Comment vous faites tant RCF qu'à TV Vendée? Si je peux me permettre, en parlant justement d'anecdotes, mais pas très joyeuses, et je vais parler au niveau du réseau RCF pour le coup. En 2015, le 6 janvier 2015, on a lancé notre nouveau slogan « La joie se partage à l'antenne ». 3 heures après, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Partout, il y avait une énorme communication qui avait été faite, la joie se partage, la joie se partage, la joie se partage. Et là, vous vous retrouvez avec des attentats et vous devez dire la joie se partage à l'antenne. C'est très compliqué à gérer. Eh bien, ça a été très bien géré justement par l'antenne nationale qui a réussi. Alors, on a quand même retiré le jingle pendant 24 heures en disant on va éviter quand même de le balancer comme ça à toutes les sauces, toutes les 10 minutes, ça va pas le faire. Mais on a quand même eu beaucoup de retours d'auditeurs après, parce que ça a été quand même. Il y a eu, puis après, il y a eu les autres attentats qui sont arrivés, que ce soit le Bataclan, etc. Enfin, voilà, tout ce qui s'est enchaîné. À chaque fois, on a eu des retours d'auditeurs qui nous ont dit justement vous avez très bien géré parce que vous n'avez pas été dans le voyeurisme. Et c'est là qu'il faut arriver peut-être à se démarquer par rapport à d'autres médias. Vous prenez, je ne critique pas la télé, mais vous preniez BFM TV à ce moment-là, vous aviez les 5 mêmes images qui tournaient non-stop et les journalistes qui disaient on ne sait rien de plus, mais il se passe ça, mais on ne sait rien de plus. Ouais, il y a un moment, bon voilà. Et donc là, on a une chance, c'est qu'avec notre réseau, c'est quand même 64 radios, à l'époque c'était 63, mais 64 radios, c'est 100 journalistes, c'est 3000 bénévoles à côté, c'est 300 salariés au total sur tout le réseau. On a pu s'appuyer sur des compétences à droite à gauche, sur justement traiter le sujet plus dans le fond. Et donc dans ces cas-là, sur d'autres aspects que ceux qu'on pouvait trouver ailleurs. Alors, après, c'est la réactivité du journaliste et justement, pour le coup, des rédacteurs en chef, des directions des programmes ou des directions générales sur ce genre d'événement. Pas toujours évident à gérer, mais bon. Ouais, je vais juste défendre BFM TV avant de répondre à des questions. C'est un média, ce qu'on appelle, comme TV Vendée du reste, c'est pour ça que je défends, je ne suis pas forcément pro l'actu BFM TV, c'est juste faire le distinguo, ce sont des médias de complément BFM TV. TF1, vous allez le soir regarder un film sur TF1, quand vous regardez BFM, vous savez pas forcément à quelle heure, mais vous zappez sur TF1. Donc ce qui justifie plus le fait de revenir toutes dans les 3 minutes. Dans les radios, on prend France Info, c'est un peu le même principe. Ouais, c'est le même principe que France 7 Info. minutes. Pour en revenir sur les événements un peu majeurs, etc., faut qu'on soit très humble par rapport à ça. Nos médias RCF comme TV Vendée. Notre boulot, c'est de faire parler le trottoir d'en face. Pour être franc. Mais c'est très louable, hein. Enfin, moi, je le défends. Mon travail à moi, c'est de faire parler la ville de La Roche-sur-Yon, les responsables politiques, associatifs, ou ce que j'appelle avec une immense affection les petites gens. Moi, j'adore faire des émissions. Si vous regardez, j'ai une émission qui s'appelle Sans détour sur TV Vendée toutes les semaines, où je fais les grands capitaines d'industrie de la Vendée. Et vendredi après-midi, j'enregistre une émission avec le correspondant, un tir-traité de RCA, Radio Côte d'Amour. Radio Côte d'Amour, au Sable-d'Olonne. C'est un vieux briscard, un vieux monsieur qui se trouve ça, il s'éclate à faire ça, etc. Et je vais faire 20 minutes avec lui. Ça, c'est notre boulot.
Donc, quand on a un événement comme ça qui se passe, deux cas de figure. Le premier cas de figure, on prend les attentats. Ben, on va faire parler le trottoir d'en face. On va aller chercher les réactions du préfet, dans un premier temps. Pour les attentats, moi, j'ai réalisé une interview du préfet, très solennelle, on a cassé l'antenne, c'est moi qui y suis allé. On s'est posé, costard-cravate, lui d'un côté, moi de l'autre, et on a vraiment posé les choses avec le préfet. Et puis on va aller chercher les élus, etc., voir des gens qui ont des choses à dire, des associations ou des structures. Ça, c'est la première réponse en tant que média local, quand on est face à un événement extérieur. Et puis il y a une autre problématique que moi j'ai vécue, c'est quand il y a un événement intérieur qui se passe. Et à l'époque, j'étais à RCF, et je vais vous parler de la tempête de Xintia. Vous en avez tous entendu parler? Xintia, la faute, l'Aiguillon, 25 morts à la faute, je crois, quelques-uns à l'Aiguillon. Et puis il y a eu aussi en Charente-Maritime. Le matin, oui, j'ai bien entendu, grosse tempête en Vendée. Bon, ça m'a pas plus effleuré que ça. Et puis mon téléphone a commencé à sonner une fois, deux fois. J'ai eu, je me souviens, curé au téléphone qui me dit non, il se passe un truc quand même. Oui, bah, je vais passer un ou deux coups de fil et puis on va voir. Et puis les gars, il m'appelle, il me dit je crois qu'il faut que tu viennes quand même. Donc j'ai pris ma voiture et je me suis retrouvé dans la matinée, donc c'est dans la nuit vraiment que la mer est passée au-dessus des digues, a inondé un lotissement entier, emportant hommes, femmes et enfants. Et donc je me suis retrouvé là-bas, on est très très humble quand on arrive dans des situations comme ça. Déjà on a des images frappantes, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un moment, on se dit mais tiens, il y avait un champ là, mais c'est la mer, puis il y avait un champ là, je suis sur une digue, mais non, t'es sur la route, t'es entre Saint-Michel-en-Herbe et l'Aiguillon. Et puis là, mais c'est un bateau, il est au milieu de la route, et puis il y a un autre, une maison. Donc ça, déjà, on est calmé. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme interview? Mais qu'est-ce que je vais faire comme interview? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis après, on est porté par ces tripes. Et moi, j'ai des souvenirs très précis de personnes. J'ai le souvenir d'une dame dans le fameux gymnase où les gens étaient recueillis, ils arrivaient petit à petit. Elle avait une charlotte d'hôpital à chaque pied, remplie. Je sais pas, c'était du sopalin ou du PQ, mais parce qu'elle était partie, mais en chemise de nuit, évacuée, je ne sais quoi. J'ai fait l'interview de cette dame-là, tout en sobriété, voilà. Et elle me disait, moi j'ai mon mari, je me souviendrai toujours de ça. Moi j'ai mon mari, il va peut-être pas tarder, mais il est resté à la maison, là, parce que comme on a une grande baie vitrée et que l'eau montait, il voulait repousser le canapé. Et je me suis dit, ta baie vitrée, elle a dû péter, et je sais pas où il est ton mari. Mais je ne pouvais pas lui dire. Et donc on fait l'interview le plus sobrement du monde, et on nous a vraiment remercié aussi pour ça à ce moment-là. Très simple, voilà. Le plus important, c'était même pas l'interview. Le plus important, c'est qu'on est resté. Après, on a posé le micro et on a discuté avec les gens pendant des heures et des heures et des heures. Ils avaient besoin de parler, de raconter leurs trucs, etc. Donc j'ai complètement changé de métier. Et puis j'avais des coups de fil de partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Voilà, je me souviens avoir dit à un curé, en réponse à cette petite dame que j'avais vue, écoute, tu ouvres ton placard à chaussettes, tu prends toutes tes chaussettes et tu viens. Parce que tous les gens étaient pieds. Et donc, je sais que c'est ce qu'il a fait à l'époque. Donc voilà, on devient homme, pleinement homme, on traite du mieux qu'on peut ou du moins pire, on a notre regard pour RCF. C'est un regard chrétien, pour Vendée, c'est donner le goût du beau. C'est plus facile déjà, hein, quand on s'est fixé ces règles du jeu là, on sait qu'on va pas aller faire du voyeurisme, aller voir la personne qui pleure, tendre le micro près de la morgue, parce qu'on est passé près de la morgue. Donc voilà, et puis surtout, on est dans l'empathie, quoi. Le métier de journaliste, c'est d'être dans l'empathie, donc ça se baisse un micro et on écoute les gens. Et si je peux rajouter, sans faire de misérabilisme, qui est une des choses, une des pires qu'on puisse retrouver. Ouais. Et d'ailleurs, quelquefois que ça peut arriver dans les médias, quand il y a des journalistes qui le font, c'est tout de suite très critiqué par les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, mais également par les professionnels du corps de métier. Justement, et vous pensez qu'on peut agir en chrétien dans ces métiers, dans votre travail, et vous, comment vous arrivez à le faire? Moi, c'est facile. Sur une radio chrétienne, c'est pas très compliqué là-dessus. Donc je peux pas pouvoir dire non, j'ai des difficultés. On a l'avantage de pouvoir parler de ça, et même et ce qui n'est pas toujours évident, même les journalistes qui justement ne le sont pas forcément tous. Il y en a qui sont athées, il y en a qui pourraient être. Je sais que dans le réseau, il y en a même qui sont d'autres religions, mais
on a une crédibilité pour pouvoir parler de ça justement sur notre antenne. Nous, je reconnais que c'est très pratique, donc je vais pas pouvoir donner plus de détails, plus de tourner vers... Ouais, mais c'est plus compliqué quand justement vis-à-vis de l'extérieur, quand on doit témoigner. Moi, je l'ai vu en sortant d'RCF, quand on doit témoigner auprès des confrères. Comment dire ? Moi, j'ai un peu vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait 20 ans que je suis journaliste. Quand j'étais plus jeune, t'étais catho, t'étais vraiment un imbécile. Hein. Et puis on avait des militants. Et plus le temps passe, je suis passé par une phase où il fallait surtout pas en parler. Quand on était journaliste, hein. Moi, je suis arrivé à Télé Vendée, il ne fallait pas, parce que déjà, j'étais le chroniqueur cinéma qui arrivait comme directeur des programmes. Donc, inutile de vous dire que j'étais le gars qui arrivait. Moi, c'était mon plaisir en plus d'y aller. Comme vous avez vu, je parle assez facilement, je suis assez facilement andouille. Je me faisais une fête d'aller à Télé Vendée pour faire ma chronique cinéma tous les mardis matins. Et c'était super. Et j'adorais. Et donc je faisais marrer, je rigolais, etc., etc. Puis le gars, il arrive, il est catho et directeur des programmes. Alors qu'il était chahuteur. Donc c'était très compliqué pour moi. Donc on m'a dit, il faut que tu te taises, etc. Ce qui était une vraie erreur. Dans ces cas-là, quand on parle de conviction, il faut être soi-même. Alors, c'est peut-être plus compliqué à votre âge qu'au mien. Moi, je dois avouer que maintenant, je suis assez décomplexé. Je suis assez décomplexé, en fait, maintenant. Je m'en fous. Je n'arrive pas avec mon porte-drapeau. Je ne dis pas je suis catho. Ça se voit parce que j'ai un disonnier qui est une provocation. Hein. Tout le monde m'en parle de ce truc-là. Donc, j'ai un disonnier bien ostensible. On dit que c'est une bague d'évêque. Mais ça provoque vraiment la discussion. J'adore ça. Je suis très content de ça. Et très fier d'avoir ce disonnier-là. Et je vais vous dire, j'ai piqué l'idée au préfet qui, à Xintia, était en Vendée, qui s'appelait Jean-Jacques Brault. On était très amis. Et lui, il avait toujours son disonnier sur lui. Et moi, depuis, j'en avais un. Et puis, vous savez, les disonniers, quand on achète 3 francs 6 sous chez Siloé, c'est une horreur. Ils finissent par vous écorcher. Alors, vous le changez de main, puis le jour où vous serrez une poigne de fer avec un gars bien viril, vous avez la main en sang derrière. Donc, merci Jésus. Donc, voilà. Donc je suis allé sur Internet et je suis trouvé mon truc. Donc maintenant, j'en témoigne hyper librement. Et l'avantage, et je vais revenir à la conversation d'avant, pardon, je suis très valent, c'est que, comme la majorité de nos interlocuteurs aujourd'hui sont complètement inculturés, c'est mon genre, c'est mon style, et les gens l'acceptent beaucoup plus facilement. Donc pour moi, c'est presque plus facile aujourd'hui de l'annoncer et d'en parler. D'en parler sur l'antenne, c'est un petit peu plus compliqué. Comme les journalistes ne savent pas trop, ils viennent me demander quand il y a un sujet pour le montage, est-ce que tu crois, est-ce qu'on a petite connerie, etc., etc. Donc ça va. Mais par contre, je ne peux pas aller sur l'antenne de Télé Vendée qui est aconfessionnelle pour parler catho. Bon, j'ai eu des demandes. Hein. Le directeur d'RCF, quand je suis parti à Télé Vendée, qui était mon journaliste à l'époque, il m'a dit super, on va faire une émission catho sur Télé Vendée. Je lui ai dit, mais si on fait une émission catho sur Télé Vendée, je fais une émission sur le monde musulman sur Télé Vendée, je fais une émission sur les juifs et sur les orthodoxes. T'es prévenu. Parce que c'est comme ça, puis à la limite, c'est normal, il faut faire attention. Donc voilà. Et vous parliez du coup de l'évolution dans la facilité, entre guillemets, de parler de votre foi. Est-ce que vous avez vu une évolution aussi dans les médias qui serait symptomatique de l'évolution de la société ? Foulk. Par exemple, moi, je vais prendre l'image du cinéma parce que vous avez l'air de bien vous y connaître. On voit que le rythme et la durée des films ont changé, les succès sont plus vraiment les mêmes. On a Les Grandes Vadrouilles et Les Gardiens de la Galaxie qui sont quand même deux registres. J'adore les deux. Qui sont bien différents. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique de la société ? Et justement, vous, sur Télé Vendée, entre guillemets, la télé est encore un peu protégée, mais peut-être la radio, comment vous faites pour réussir à vous démarquer et à vous inscrire dans ce changement Tu parles de l'annonce explicite de la foi, je comprends non, pas juste dans la télé en elle-même, est-ce que vous avez vu un changement dans l'organisation. Dans l'approche du religieux ? Non, pas dans l'approche des... Ah, c'est plus général. On est sorti du général. Ok, on est reparti. Non, mais le changement viendra. Moi, c'est les sondages qui me font évoluer. Les sondages me disent aujourd'hui, on vient te voir comme un média de complément et on regarde entre 15 et 20 minutes Télé Vendée par jour. Donc je me dis, je suis en train de réfléchir, je propose des programmes qui font 26 minutes, des programmes qui font 50 minutes, des programmes qui font 1 heure. Je suis peut-être un peu con finalement si les gens restent que 20 minutes, quoi.
Donc là, j'ai une vraie réflexion de fond que je suis en train de mener. Après... Et on revient sur la notion de génération zapping. Ouais. Moi, j'ai pas le sentiment moi, je suis un média de complément, donc voilà, mais j'ai pas l'impression qu'on fait des sujets plus courts, plus ramassés. Quand vous regardez les documentaires à la télévision, que ce soit envoyé spécial, reportages sur TF1 ou d'autres, hein, sur France 5, Arte, ils font de très bons reportages de 52 minutes. Avec peut-être une petite personnalisation. Le journaliste a tendance à plus se projeter. Ça, par contre, c'est peut-être vrai. Moi, je regarde beaucoup de reportages, mais en replay, sur YouTube notamment, et je vois de plus en plus que le journaliste qui part sur le terrain se montre, se voit et se regarde. Ça, j'ai un peu ce sentiment-là. Et sur RCF, comment vous faites pour justement vous démarquer et réussir à survivre, entre guillemets, dans la jungle médiatique? Bonne question. Déjà, je dirais d'une certaine manière, on a une facilité, on a un créneau qui n'existe pas ailleurs, et on revient sur la notion de radio chrétienne pour le coup. C'est vrai qu'on est les seuls. Aujourd'hui, il y a le réseau RCF et puis il y a le réseau de la COFRAC, qui n'existe plus vraiment maintenant. C'est en gros Notre-Dame et puis les autres centaines chrétiennes qu'on peut retrouver sur le territoire. Vous avez, par exemple, si vous prenez à Nantes, vous avez Fidélité, vous allez dans le sud à Nîmes, vous avez Ecclésia. Enfin voilà, c'est le deuxième réseau qui ne fonctionne pas de la même manière, mais c'est un peu l'idée. Donc déjà, nous, pour arriver à se démarquer, c'est assez facile sur ce côté chrétien. Mais si on s'appuyait que sur ce côté chrétien, on resterait cantonné à notre public. Et aujourd'hui, on sait que la foi a tendance à reculer. Donc de toute façon, on perdrait nos éditeurs indéfiniment. Donc après, la manière de nous adapter, ça a été d'accentuer ces dernières années. Alors après, je parle de ce qui a été fait aussi avant moi. Il y avait le côté local qui existait, le côté national. Le local, au début, c'était des petites locales qui se sont rassemblées, puis ensuite, il a été décidé de faire une antenne nationale, et puis l'antenne nationale a pris pas mal le dessus, puis voilà. Et là, il y a un retour ces dernières années. C'est moins vrai ces derniers temps, mais ça, c'est autre chose. J'ai un truc qui cligne depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Sur le côté, on est une radio de proximité. Et on revient d'ailleurs à ce que disait Hervé sur la notion de TV Vendée, c'est la radio qui parle du trottoir d'en face, enfin la télé qui parle du trottoir d'en face, là c'est pareil, c'est la même chose, on est la radio qui va parler en face. Et ça parle aux gens aujourd'hui. La preuve, c'est que si la presse, et je compare avec la presse papier dans ces cas-là, comme Ouest France se porte bien, ce genre de choses, c'est parce que ça parle d'à côté de chez vous. Et c'est ce qui plaît aux gens. Donc c'est un des créneaux qui aujourd'hui permet de se démarquer par rapport à des grands médias nationaux. Je vais prendre un exemple, Sud Radio, qui avait la particularité d'être la seule radio privée nationale qui n'émettait pas depuis Paris. Et bien finalement, ils ont cédé cet été puisqu'ils ont basculé sur Paris, alors qu'ils étaient dans le Sud depuis des années. Et aujourd'hui, justement, nous, les radios locales, on a l'avantage d'avoir cette force. Alors moi, pour prolonger ce que dit Foul, j'ai quand même un petit mot à dire. Je pense, alors je le disais pour RCF, et je pense que c'est vrai pour TV Vendée du temps, j'étais sur RCF, quand on disait « Ah, c'est bien, le journaliste catho, c'est bien, ça aurait dû payer, mais bien catho, bien journaliste, c'est bien. » Moi, j'étais un professionnel au service de l'Église. J'étais pas un catho qui faisait de la radio. Parce que les cathos qui font de la radio, vous appuyez sur la tirette, vous en avez 12 ans. Et elle dit que ça bave devant le micro, et que ça dit c'est bon, c'est pas pro, c'est pas écouté, mais on est content, parce qu'on peut sur la radio. Je suis sûr que t'en as quelques-uns en plus encore. Donc je disais ça, et je pense que ça vaut aussi pour TV Vendée. La première raison de se démarquer quand on est petit, peu visible, avec des moyens qui sont extrêmement restreints par rapport à la concurrence, pour moi dans toute la TNT, c'est d'être hyper pro. Hyper pro. Et on peut avoir peu de moyens et être hyper pro. Il y a plein de youtubeurs qui y arrivent, tout seuls, avec juste un micro. Donc voilà, on est des professionnels, et le meilleur moyen de se démarquer, c'est d'avoir une ligne éditoriale très claire, celle de l'RCF et celle que j'essaie de vous évoquer, et puis d'être pro dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans les radios, notamment les radios associatives, il y a, quand on écoute, les gens vont dire « Ah, c'est une radio associative ». Et oui, maintenant, il y a radio associative et radio associative, voilà, il y a les deux aspects. Et pourtant, ce sont des collègues, mais sans les critiquer, je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller écouter RPS FM. C'est quoi ça? C'est une radio qui fait partie qui fait partie de... Non, elle est du côté du Saumur. Mais voilà, qui fait partie de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. C'est la caricature de la radio associative faite au fond de son garage. Mais
mal faite. Elle pourrait être faite au fond de son garage, mais très bien faite, avec des gens qui sont compétents. Et on revient sur la notion de former, quand je parlais des bénévoles tout à l'heure, qu'en tant que responsable des programmes, on doit former, c'est leur apprendre à parler, c'est repasser derrière, c'est leur apprendre justement à écrire aussi. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les médias, on dit « c'est bon, la télé, la radio, ils parlent comme ça, ils disent rien, tout est écrit. Il y a les prompteurs à la télé, il y a à la radio, vous ne les voyez pas, mais c'est 95% d'écrit sur des feuilles, tout est noté, tout est préparé à l'avance, etc. C'est pas fait en un claquement de doigts, il y en a quelques-uns, forcément, il y en a toujours un petit peu, mais c'est toujours c'est quasiment pas la majorité. Enfin, c'est pas du tout la majorité, pardon. Et donc c'est ça, c'est former les gens justement sur le côté professionnel, comme disait Hervé, pour arriver à en faire, pour certains, des animateurs, mais qui ne sont pas passés par des écoles d'animation, mais il y en a très peu, ou des journalistes, alors qu'ils ne sont pas passés par une école de journalisme. Et pour être extrêmement précis et complété, il y a aussi il y a quand même un degré d'acceptation. Il faut être le plus professionnel possible, et les gens acceptent. Quand on sait qu'on travaille sur RCF et qu'on a des bénévoles, il faut qu'ils soient le plus pro possible, mais on sait que c'est un bénévole. Voilà. Quand on sait qu'on regarde TV Vendée, on se dit oui, évidemment, ils n'ont pas les moyens de France 3, ils ne viennent pas avec 4 caméras pour faire une émission, ils ont un cadreur et 2 caméras. On peut comprendre que voilà, il y a un petit degré d'acceptation, ça pourrait être le plus juste possible. Est-ce que vous pensez que l'avenir des médias, ça sera... il semble être... ça commence le web, Facebook, etc. Ou vous pensez que vous allez pouvoir perdurer Vas-y, toi d'abord. Vous allez pouvoir perdurer quand même malgré ça? Le cross-média, comme on dit. Multiplier les canaux pour un seul média. Oui, clairement, aujourd'hui, c'est l'une des voies aujourd'hui, enfin, on n'en voit pas vraiment d'autres, sans doute la voie pour l'avenir de tous les médias confondus. Je vais prendre l'exemple au niveau national de France Info, qui est devenu France TV Info, c'est depuis plusieurs mois, ou même maintenant années, ça doit faire 1 an et demi peut-être déjà, quelque chose comme ça, où ils ont, voilà, c'est les caméras dans les studios, c'est du reportage vidéo, mais qui est utilisé à la radio. Alors ils ont poussé vraiment à fond, mais vous prenez des grandes chaînes comme des plus petites, j'entends radio, hein, pas chaîne télé, aujourd'hui, c'est évident, on a tout. L'exemple de RCF Vendée, quand on peut, c'est pas forcément parce qu'il y a une question de temps aussi, c'est très chronophage, mais si on peut faire et d'argent aussi, mais faire une petite vidéo en live avec l'invité quand il est en plateau, pendant que c'est transmis en direct, la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram aussi. Voilà, il y a toutes ces idées-là. Après, c'est tout de suite, dès que l'émission est disponible, elle est retransmise certes sur l'application, sur le site en direct, il faut qu'elle soit dans la foulée envoyée en podcast, commentée avec des... On a fait des tests, on a fait les mêmes émissions avec commentaires et sans commentaires sur le site. Et bien celles qui ont des commentaires sont 4 fois plus partagées, parce que les gens n'écoutent pas toute l'émission, mais ils ont des bouts de texte, ils savent un peu de quoi ça parle, ils disent ah tiens, puis ils avancent un peu, ils vont écouter, ils vont récupérer les choses. Oui, mais c'est ça, ce 140 caractères, on y revient. Aujourd'hui, c'est évident de toute façon que c'est l'avenir de la radio, de la télé, etc., de pouvoir développer tout ça. Et avec les réseaux sociaux, certes, mais même via les applications, le web, et tout ce qui existe, c'est le panel complet. Alors moi, je pourrais vous expliquer toute la stratégie, parce que je suis en plein dedans, hein, et ça va durer 6 mois, 1 an, peut-être 2, pour restructurer l'ensemble des outils techniques de TV Vendée et des équipes. Donc c'est très compliqué, Mais plutôt que de vous expliquer tout ça par le menu, je vais prendre l'exemple d'une appli qui pour moi est l'avenir. Que vous connaissez peut-être, vous connaissez Molotov en télévision. Molotov, c'est une appli qui vous permet de regarder la télévision, toutes les chaînes, qui vous permet, si vous le souhaitez, d'enregistrer thématiquement. Alors vous avez chaîne, documentaire, film, séries, divertissement, jeunesse, bon, un truc habituel. Donc vous avez des accès thématiques aux programmes qui ont été diffusés ou qui n'ont pas été diffusés. Vous pouvez en bookmarker, si vous ne payez pas, jusqu'à 8 heures, faites bookmark. Vous avez, comme dans ma jeunesse, l'équivalent du magnétoscope. Vous avez un replay après, comme vous le voulez, etc., etc. Donc vous avez des accès par chaîne, des accès thématiques. Et vous retrouvez cette application-là sur mon téléphone, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur, et puis mon fils qui est geek m'a offert à Noël une Chromecast. Donc j'ai une Chromecast. Voilà, j'ai tous les outils. C'est quoi une Chromecast? Ah, et bien, vous savez pas ce que c'est qu'une Chromecast? Je vais vous apprendre ça, ça coûte 30-40 €, ça coûte 3 fois rien si vous avez une prise HDMI, et ça vous permet de basculer tout ce que vous avez sur Internet sur votre téléviseur.
Donc c'est très pratique. Et donc du coup, je suis en train de résilier mon abonnement à Orange qui ne me sert plus à rien. Par contre, il me faut du débit, parce qu'en plus, ça guide quoi. Donc quand moi j'ai envie de regarder un film à la télé, ça m'énerve en disant pas éteindre ton jeu ou ton truc, parce que bien sûr tout le monde regarde un film en même temps. Et pas le même, parce que je suis aussi sur une génération 2.0, et puis bon. Donc voilà, l'exemple c'est ça, l'avenir c'est Molotov qui vous propose, quand vous l'avez bookmarké, de regarder le film, ou la série, ou le documentaire, de mettre un petit commentaire qui va être directement sur le Facebook. On a tout est avec Molotov. Donc c'est en train de naître. Moi j'essaie de les contacter parce que je pense qu'il y a un avenir pour les télé locales, je ne sais pas encore comment. Mais bon, après tout, j'ai envie d'inventer. Voilà. Mais l'avenir est clairement là. En radio, on a la même chose, c'est TuneIn, si je ne me trompe pas, qui permet, pareil, d'écouter toutes les radios qui existent sur le web et sur les ondes, les podcasts de tel humoriste ou animateur, des trucs. Il y a vraiment, mais on trouve de tout. Il y a 20 000 façons de parler. Enfin, il y a 200 catégories différentes. Si vous cherchez du musical, si vous cherchez de l'info, voilà. Et on retrouve de tout. Et pareil, on peut écouter en replay. C'est logique. Aujourd'hui, voilà. Donc, je ne suis pas payé par Molotov, mais si vous n'avez pas cette appli-là, c'est top. Merci beaucoup pour vos éclairages et vos réponses. On va passer aux questions du public. Ah oui, questions dans le public. Moi j'aurais une question pour revenir sur le côté un peu internet qu'on vient d'évoquer. Si justement Molotov existe et nous propose déjà des programmes qui sont déjà très orientés, c'est-à-dire qu'on va avoir une rubrique émission, documentaire, tout ça, à quoi ça sert du coup d'avoir un média derrière, d'avoir vraiment la télévision? Parce que dans l'avenir ça va pas être vraiment à disparaître complètement. Et après j'aurais une deuxième question, vous parliez tout à l'heure de manque de culture peut-être de nos générations aussi. Voilà. Et je pense, est-ce que vous pensez pas qu'aussi sur YouTube par exemple il existe aujourd'hui de plus en plus de passionnés qui nous parlent de divers sujets de sciences, d'histoire et tout ça? Est-ce que vous pensez pas que par l'intermédiaire justement de ces émissions-là on peut essayer de retendre vers une culture un peu plus globale? Je vais te faire une réponse en deux temps. La passion n'est pas la culture. Moi je suis passionné de cinéma. Il y a un moment ou un autre où il faut se plonger dans les bouquins. Il ne s'agit pas de regarder des films au kilomètre. Mon fils, l'aîné, est en train de vraiment tomber dans le même moule, et il commence à dévorer des livres. Il est hyper fier parce qu'il n'a pas vu. Sur YouTube, quand on regarde, et il a voulu que je regarde des vidéos sur YouTube de cinéphiles, etc. Voilà. La majorité des gars, c'est des vidéos fleuves de passionnés, etc. Mais c'est pas du tout rationnel. Les gars n'ont pas d'autres références que leur propre expérience, tu vois. Donc pour moi, YouTube a une limite très claire là-dessus. C'est que la passion n'est pas la culture. La culture, c'est comme dans tout dans la vie. C'est comme le mariage. C'est comme de venir ici ce soir, un peu de grosse journée, etc. Faut se tirer les doigts. Faut faire un effort, quoi. C'est chiant, hein. Moi, demain matin, à 7h30, je suis dans le long. Hein. Donc, il faut la culture, tout se nourrit d'efforts. Il faut avoir le goût de l'effort. Voilà. Et je pense que la société d'aujourd'hui ne vous pousse pas à ça. Et puis, en ce qui concerne les médias, très vite, parce que je parle beaucoup plus que toi, je suis désolé, je te donne un verre. On aura toujours besoin d'infos, etc., sur des formats qui vont certainement évoluer, mais on aura toujours besoin d'avoir un canal dédié pour avoir une information, pour avoir un JT, quitte à ce que les JT soient en boucle, etc. La preuve dans les médias, c'est que la presse papier n'a pas disparu. Elle existe toujours. Elle a été créée il y a très longtemps, elle existe toujours, on la trouve toujours. Peut-être qu'elle a évolué sur ses formats papier, des formats peut-être plus courts, des articles moins longs, plus d'images, enfin voilà. Les formes changent, mais le média reste. La télé, depuis qu'elle existe, elle est devenue en couleur, elle a eu plus de chaînes, plus d'opportunités, etc. Mais elle est toujours là. La radio, quand elle a été créée, pareil, c'est la même chose. Elle a continué à évoluer, trouver de nouvelles manières. On parlait du web, c'est une nouvelle manière de transmettre. Aujourd'hui, vous allez avoir la 4G, la 5G dans les voitures, pour pouvoir capter même les web radios, ce genre de choses. Mais la radio est toujours là. Elle a su s'adapter, mais elle existe toujours. Et c'est ça ne disparaîtra pas, forcément. Ouais. Et quand tu parles parce que j'essaie de réfléchir aussi un peu plus que la spontanéité, quand tu parles de métiers, de besoin des chaînes, etc., tu parles d'une toute petite minorité de chaînes aujourd'hui. Les chaînes qu'on regarde vraiment, sur lesquelles on s'arrête et on y reste, c'est TF1, France 2, M6.
C'est pas la 5, ils font de la multidiff, vous êtes incapable de me dire, hormis une ou deux émissions, quels sont les programmes diffusés sur la 5, c'est plus Canal, c'est aucune chaîne de la TNT, NT1, Sister, etc., etc. Vous savez pas ce qui passe dans la journée, absolument pas. Donc ça concerne quand même une toute petite minorité de chaînes aujourd'hui, donc tu as raison, cette révolution est déjà en marche, mais il restera quand même quelques mastodontes comme ça, dont on restera accro avec le jeu, le machin, le truc, voilà. François aussi. TF1, France 2, France 3, M6. No. C'est pas vraiment, c'est pas complètement une question, c'est aussi pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Du coup, pour Monsieur Leroc, par rapport à quand vous dites que la passion ne fait pas la culture, je ne connais pas exactement les chaînes que le grand garçon vous a montrées sur YouTube, mais moi je trouve qu'il y a vraiment, une vulgarisation scientifique, mais qui ne sont pas faites que par des guignols en bac S. Je pense par exemple à Florence Porcel, qui a vraiment, qui a un doctorat en physique et qui fait des vidéos courtes de vulgarisation scientifique. Donc, à mon sens, il peut y avoir une vraie qualité sur YouTube, et pas que fait par des passionnés, mais aussi par des vrais... C'est vrai. Et tu as raison. Je cite l'exemple de Thibaut, mais effectivement, il m'a aussi épaté en me montrant des chaînes. Alors, là, pour le coup, c'était pas du cinéma, c'était beaucoup plus scientifique, etc., avec des démonstrations et des choses que moi j'ai trouvé remarquables. Mais moi, j'ai un tropisme qui est lié à ma famille, c'est que je suis une famille où on lisait beaucoup, et donc moi qui lis pas du tout, j'ai certainement cette frustration-là aussi, et ça transparaît, où je me dis, la culture, c'est quand même de prendre un bon bouquin et de se faire chier à bien lire. Je pense, dans tous les cas, la culture, c'est se faire chier, par contre. Ça, j'en suis sûr. Il faut bachoter, il y a un effort à faire, et qu'on est quand même plus enclin aujourd'hui à nous proposer la facilité. Sur la notion d'effort, et je suis assez d'accord, même si je suis tout à fait d'accord aussi avec Mao sur l'idée que oui, il y a plein de chaînes qui sont hyper intéressantes. Je pense en histoire nota bene, en sciences, il y a Sciences Étonnantes, ce genre de choses, c'est vraiment bien fait. Regardez, je suis trop et sur la notion d'effort, en effet, il faut faire l'effort d'aller chercher la culture, et elle n'est pas que sur le web, elle est dans les musées, elle est dans les livres, il y a toutes ces choses-là, alors que sur justement, alors, YouTube ou autre, mais on consomme beaucoup plus qu'on ne fait l'effort d'aller chercher. On est là le soir, on se connecte, on regarde, on fait « Ah tiens, il y a une nouvelle vidéo qui est tombée, je vais la regarder tranquillement en train de dîner, etc. » Voilà. On est plus dans la consommation, et on nous apporte une information plutôt que dans la recherche. Oui, je suis assez d'accord pour la consommation, mais c'est dans le sens où je trouve qu'on a souvent tendance à vilipender YouTube. Je suis le premier consommateur de vidéos YouTube. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a vraiment, il peut y avoir un vrai apport avec les vidéos qu'on regarde sur Internet, mais ne serait-ce que par exemple aussi avec les MOOC qui sont en ligne et qui permettent à des gens de se former à distance et qui ont accès à un savoir. Mais du coup, voilà, on ne va pas refaire le... Mais tu as raison. Et du coup, la deuxième remarque, c'était pour Fouque à propos de la presse écrite, qui est certes très nombreuse, mais je ne sais pas si jamais tu as le chiffre. C'est pas une question piège, c'est une vraie question. Il y a combien de journaux qui existent encore aujourd'hui qui ne sont pas subventionnés? Grande question. C'est amusant parce que... Les personnes, les libérations sans subvention n'existent plus. C'est très amusant, c'est avant de venir, je suis allé chercher les chiffres des 15 les plus subventionnés, ils sont dans le portable. J'ai les pris juste avant de venir. Ouais. J'ai travaillé. Voilà, j'ai eu un peu plus de temps peut-être. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas que parce qu'il y a un consommateur, mais aussi parce que si jamais l'État n'allongeait pas le cash derrière, il n'y aurait plus rien. Ouais. C'est la grande question. Après, voilà, c'est l'État qui subventionne pour certains, pour d'autres c'est privé, et il y en a qui disent mais ça sert à quoi de faire vivre ce journal? Oui, mais derrière c'est un privé qui met ses propres billes, donc là pour le coup c'est presse papier, mais c'est même tous les médias pour le coup qui sont concernés par ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des chiffres qui paraissent aberrants en termes de subventions pour certains et pas pour d'autres, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est nécessaire d'avoir un pluralisme de médias. Si on n'a pas ce pluralisme, on va, c'est caricatural, hein, mais on rentre dans le principe de la dictature, on n'a qu'une ou deux chaînes et un ou deux médias, et on n'a qu'une seule information qui tombe et qui est contrôlée. Voilà. L'avantage du pluralisme, c'est qu'on va avoir plein de choses. La preuve, c'est qu'il y a toujours des nouvelles radios qui arrivent, des nouvelles chaînes de télé qui se créent, des nouveaux magazines qui se créent. Il y en a plein qui disparaissent aussi, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Et même, voilà, avec, on parlait de YouTube, il y a de nouvelles chaînes qui arrivent, qui se créent. Il y en a qui fonctionnent pendant quelques années, puis on se rend compte un jour dans son fil d'actualité YouTube, on se dit bah zut, mais en fait ça fait combien de temps que j'ai pas vu de vidéo de tel youtubeur, etc. Parce qu'il a arrêté et parce qu'il a disparu tout simplement, et voilà. Et du coup, par rapport...
enfin non, tous ceux qui l'écoutent depuis 5 ans. Et du coup, juste par rapport au pluralisme, du coup, je trouve que dans ces cas-là, c'est un peu une question de qualité aussi, quoi. C'est-à-dire, en fait, si le média est bon et qu'il intéresse les gens, alors il existera tout seul. Donc d'avoir besoin, qu'on ait autant besoin de mettre des billes dans le sac pour qu'il y ait des opinions qui existent, c'est qu'il y a peut-être un problème avec l'opinion en tant que tel. Oui, après, de toute façon, un média qui ne sera plus lu, même s'il y a quelqu'un qui met des billes dedans, de toute façon, il y a un moment, il s'arrêtera quand même. Parce que s'il n'a plus de lecteurs, il n'arrivera plus à tenir du tout. Plus de lecteurs, plus d'auditeurs, plus de téléspectateurs. Ça, de toute façon, c'est pas viable pour un média de continuer à produire indéfiniment sans avoir derrière d'acheteurs ou de consommateurs pour le coup de ces médias. Ouais, et je connais pas de médias qui soient pas subventionnés, honnêtement. J'en connais pas. Aucun. Même nous, en local, c'est ce qu'il dit sur France Bleu, le gars dit t'es la télé du département, il dit et toi t'es la télé de l'État. On fait un concours. Je vais pas dire. Mais voilà, mais c'est pareil, il est subventionné par le diocèse, sans le diocèse, pour qu'il n'y ait plus de radio. Et voilà, après il faut essayer de s'en émanciper, etc. En fait, il n'y a pas de problème avec les subventions, c'était pour rebondir sur le fait que vous disiez que la presse écrite existait toujours. Mais je trouve qu'en même temps, il y a une certaine presse écrite qui est toujours présente parce que. Il y a une presse écrite qui fonctionne très bien. Vous savez quel est le magazine qui vend le plus et fonctionne le mieux aujourd'hui en France? Marc Dorcel. Non, c'est le magazine de Babar. Voilà. C'est le premier en France, parce qu'il y a les consommateurs. Il a bossé, mais j'ai pas voulu aller chercher. Ça, pour le coup, je l'ai trouvé pas mal de temps. Je sais pas si tu l'as bien travaillé. Il est allé chercher sur YouTube, à mon avis. Hein. Le grand débat aujourd'hui, c'est celui des fake news. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat de Parisien. Qu'est-ce qu'une fake news? J'aurais un peu de culture. On ira vérifier les infos. Débat de Parisien. Aujourd'hui, la fake news, tout le monde dit ouais, c'est une fausse info. À partir du moment où on recoupe ses sources, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent paraître tout de suite aberrantes. On se dit bon, ça c'est faux. Et il y a des choses, c'est bizarre, c'est traité de fake news. Et pourtant, il y a quand même pas mal de sources, pas mal de témoignages, pas mal de choses qui se recoupent. Bon, et il faut quand même se poser la question. Aujourd'hui, il faut avoir l'esprit critique. On ne faut pas tout gober comme ça, mais il faut être capable de reconnaître qu'il y a des choses qui peuvent paraître aberrantes, qui arrivent, qui sont des faits, et d'autres qui nous paraissent toutes simples et qui pourtant sont des grosses bêtises. Oui. Par rapport à ce que vous disiez sur la culture des jeunes et comparé à celle des moins jeunes, est-ce que vraiment on peut dire que c'était mieux avant? C'était mieux avant. Moi je veux dire oui. Je veux dire oui, mais je suis un vieux, pour ça n'a aucun intérêt. Quand on regarde des films comme par exemple Les Profs ou ce genre de... Et j'ai des boucles marquées sur Molotov. Je me le ferai un soir. Aujourd'hui on plonge. Ou des films qui parlent de jeunes dans les années 70-80, ils n'étaient pas non plus extrêmement cultivés. Ouais, mais moi je vais te dire oui, c'était mieux avant, mais c'est parce que moi j'ai 43 ans et je préférais quand j'avais 20 ans. C'est pas, la question ne se pose pas comme ça. Pour un jeune comme vous, vous direz ça dans 20 ans. Si vous commencez déjà à 20 ans à dire c'était mieux avant, c'est pénible, hein. C'est inquiétant quand même, hein. C'est un pic. Par contre, juste pour rebondir sur le côté de c'était mieux avant, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que, et on revient sur la notion de consommation, derrière, prenons l'exemple du cinéma, par exemple. Je vais avancer sur un secteur. On a des films qui coûtent beaucoup derrière, parce qu'on va mettre des têtes d'affiche, parce qu'on a plein d'effets spéciaux, etc. Et on a des grosses boîtes qui mettent le paquet en termes de com derrière pour que ça soit vendu à fond. Donc vous allez retrouver avec quelque chose qui va se répéter plein de fois, parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait, donc on répète le schéma indéfiniment. Prenez les Marvel, ça plaît, mais vous avez 20 films qui sortent, j'ai l'impression de voir la même chose quasiment à chaque fois. Alors on se dit, c'était mieux avant, c'était plus varié, etc. Non, c'était juste différent en fait. C'est juste qu'il y avait peut-être moins de moyens mis dedans, il y avait peut-être plus de variété. Dans la musique, c'est la même chose. Je vous invite à regarder, elle est sortie tout à l'heure, Chrono Music, qui a sorti une vidéo qui fait 4 minutes là-dessus sur la musique c'était mieux avant. Et qui explique pourquoi, justement, avec quelques faits à l'appui,
en quoi la musique était soi-disant mieux avant ou pas. Et la réponse est ni oui ni non. C'est juste une question en fait d'évolution de la société et de manière de consommer cette information. Si vous dites que c'était mieux avant, allez peut-être aller chercher les choses qu'on voit moins aujourd'hui, que ce soit en musique, que ce soit en médias, que ce soit en presse, etc. Il y a peut-être un petit journal dans un coin qui fait des trucs vachement bien, dont on n'entend pas parler. Il y a peut-être une petite radio sur le web qui est paumée, mais qui a d'excellents animateurs, d'excellents chroniqueurs qui ont vraiment une super culture. Il y a peut-être une chaîne sur la TNT, vous avancez jusqu'à 400, 500, d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui est sympa. Parce que voilà, ils ont du talent, mais ils ne sont pas mis en avant, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas intérêt d'être mis en avant, parce que non, les grosses elles fonctionnent, les grosses entreprises qui derrière ont besoin de ça, ou les gros, les industriels et autres qui mettent des billes, ils les mettent dans les grandes chaînes, parce que ça fonctionne et que ça va leur rapporter. Il faut aller chercher. On revient sur la notion d'effort. Aller rechercher les choses qui existent ailleurs, et pas forcément ce qu'on voit tout de suite et se dire ah bah non c'était mieux avant, non c'était différent. Soyez dans, j'ai envie de dire, après tout le mal que j'ai pu dire de plein de monde ce soir, soyez dans l'espérance quand même. Il y a quand même, voilà, soyez vraiment dans l'espérance. Voilà, vous avez un avenir devant vous, vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses à faire. Nous on est là, on vous donne un vécu qui nous correspond, on vous partage des choses avec les ambivalences qui sont les nôtres, etc. Si on est très honnête, voilà, pour revenir au monde du journalisme, soyons dans l'espérance. Nous, ce qu'on vous dit, ce n'est que notre expérience. Prenez du recul. Dites-vous, voilà, avec le recul, d'accord avec l'Europe, les conneries, etc. Et puis reparlez-en entre vous. Ah oui, mais tiens, ça mériterait peut-être qu'on en discute. Oui, c'est du lourd, du gros lourd. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye.